Vous by Hive, c'est un podcast fait par des passionnés de développement logiciel et d'intelligence artificielle. Chaque mois, on vous partage le projet sur lequel on travaille pour vous faire découvrir toute l'innovation qui se brasse chez nous. Aujourd'hui, on prend de bonnes décisions. Bonjour tout le monde, bienvenue à la 4e épisode de la Vauban Hive. Aujourd'hui, j'ai avec moi Norbert Lingaya, notre expert en héros. Bienvenue. Bonjour. Quand je dis expert, c'est un vrai expert. Je sais pas si vous le voyez en ce moment, là, mais avec les cheveux blancs, on peut compter les années. Fait combien de temps que t'es expert en héros officiellement? Combien de temps je suis expert, c'est dur à dire, mais combien de temps je pratique les héros depuis 30 ans. Depuis 30 ans? Donc je dirais que je suis expert depuis, je dirais 2007-2008. Quand même. Pour essayer de vous introduire un peu le sujet, parce que là, de l'aéro, c'est peut-être un peu obscur pour beaucoup de gens. Peux-tu nous expliquer brièvement c'est quoi de l'aéro? J'ai bien dit brièvement. On va pouvoir revenir en détail par la suite. Alors, je pourrais te le résumer en une phrase. L'aéro, c'est l'art de prendre de bonnes décisions. Et je dirais bien l'art plus que la science. Oui, il y a une science qui soutient ça, mais rendu là, ça devient de l'art. Donc, c'est l'art de prendre un problème, de le poser, d'utiliser des méthodes scientifiques, mathématiques, pour finalement trouver c'est quoi la meilleure décision à prendre pour arriver à une fin. Donc le titre du podcast, c'est un bon titre. Absolument. Comment prendre des bonnes décisions. Ou aujourd'hui, on prend des bonnes décisions. Je sais pas si on pourrait commencer un peu, si tu nous parles un peu de ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'à aujourd'hui, ici, chez Vauban, à être notre lead de pratique en recherche opérationnelle. Mais comment que cette passion-là a commencé? En fait, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les mathématiques et l'informatique. J'avais peut-être 8 ans, puis je voulais déjà être ingénieur. En fait, je voulais être pilote d'avion d'abord, mais bon, étant daltonien, ça a vite été écarté. On peut pas être pilote d'avion puis être daltonien? Non, ça marche pas. Malheureusement. C'est pas juste une question de couleur, mais en général, le daltonisme est lié à une certaine difficulté à voir dans la noirceur. Une moins bonne sensibilité, donc pour les pilotes, c'est niette. Enfin, à l'époque, ça l'était. Donc, j'ai toujours voulu être avec les mathématiques. L'informatique m'a passionné très, très, très tôt. Je suis parti en France, j'ai fait des études en maths, ensuite je suis devenu un ingénieur informatique. Puis là, un hasard, un pur hasard, il fallait que je fasse un stage de recherche. Et je me suis inscrit sur une liste comme ça pour aller au Canada. Et j'ai atterri dans les bureaux du GERAD à travailler avec un certain professeur François Soumy. Donc c'est un nom qui te dit peut-être pas grand-chose, mais pour toute personne qui a travaillé en héros, François Soumy, c'est un grand nom. Il a été décoré par des médailles du gouvernement québécois. Et par hasard, comme ça, je suis tombé dedans. Puis c'est un milieu qui partageait mes deux passions. Il y avait les mathématiques d'un côté, mais aussi l'informatique qui permettait d'aller chercher la valeur des mathématiques. Puis je suis tombé dedans et je suis jamais parti. C'est quand même extraordinaire. Je crois que tu viens de l'île Maurice au départ. Donc, est-ce que c'était possible pour toi de travailler en héros à l'île Maurice ou c'est ce qui t'a poussé à partir en France puis par la suite au Canada? C'est clairement le manque de débouchés qui m'a fait partir de l'île Maurice. Déjà en partant, j'ai passé mon baccalauréat français. C'est l'équivalent un peu d'un cégep si tu veux. Donc à 18 ans j'ai fini là, puis il fallait faire des études supérieures. Il n'y avait pas l'île Maurice. Les seules études supérieures qui pouvaient se faire, c'était en biochimie, autour de la canne à sucre, des trucs comme ça. Donc moi, je suis parti en France à partir de ce moment-là. Et après, je savais pas où est-ce que la vie allait m'emmener. Je faisais mes études, puis tu vois, là, je pensais rester en France. J'avais une blonde à Paris à cette époque-là. Et je dis, j'allais rester en France, mais le destin m'a emmené au Canada, dans le labo de François Soumy. Puis là, j'ai vraiment adoré jouer avec l'informatique et les mathématiques, modéliser plein de choses dans la vie, puis je suis resté. Puis quand tu as commencé à faire de l'aéro, c'était quoi le genre de projet à ce moment-là qui était que tu pouvais faire puis qui était possible avec l'informatique de cette période-là ou les mathématiques? Je sais pas à quel point ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, mais c'était de quoi ça avait de l'air quand tu as commencé? Ça a quand même évolué. Donc moi j'étais au GERAD, puis très lié avec le CRT, donc le Centre de recherche sur le transport. Donc on était vraiment tout autour du transport. Optimisation de l'affectation des locomotives et des voitures de train au service de Via Rail, des tournées d'autobus avec Giro, qui est une compagnie qui est partie du GERAD. Mais moi, je me suis très vite spécialisé dans l'aviation.
On faisait les horaires de pilote, d'agents de bord, des horaires des routings d'avion, etc. Puis j'ai commencé là. Ce qui est drôle, c'est qu'on a commencé, on résolvait des problèmes avec à peu près une centaine de pilotes. C'était des problèmes difficiles. Quand j'ai quitté ce milieu, il y a quelques années, on s'attaquait à des problèmes où on résolvait des 12 000 agents de bord. Donc Puis comment vous avez réussi à vous rendre à 12 000? Est-ce que c'est simplement l'évolution de la puissance informatique ou c'est plus que ça? C'est mathématique, puis c'est vraiment le... je dirais mathématique, oui, c'est plus algorithmique. Okay, ce qui nous a permis d'aller plus loin, c'est qu'on a développé des algorithmes. J'ai pas envie de rentrer dans le détail ici, il y a plein de gens qui vont, qui vont raccrocher tout de suite si je rentre dans le détail, mais au départ, dans les années 80, c'est là qu'on a vraiment eu une première percée avec la génération de colonnes, qui nous a permis d'aller chercher des problèmes plus complexes. Puis, au GIRAD, on a commencé à faire la génération de colonnes dans les fin des années 80. Et de 90 jusqu'à 2000, justement, on n'a pas arrêté de faire de la recherche là-dessus, puis amener de nouvelles approches, des heuristiques à l'intérieur de la méthode pour pouvoir faire des problèmes de plus en plus gros. Puis on en est là aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment le mot à la mode. Puis c'est très clickbait quand on parle d'AI automatiquement. Est-ce que tu considères que la aéro, c'est de l'AI ou est-ce que c'était de l'AI v'là 10 ans ou v'là 15 ans? Alors, là, on parle de vocabulaire. En fait, si tu regardes la définition de AI et si tu regardes la définition de aéro, les deux, c'est la même chose. Les deux vont chercher des algorithmes pour pouvoir automatiser certaines choses puis amener de la productivité ou de l'efficacité. Moi, personnellement, j'associe le AI au ML, Machine Learning, et l'aéro à de la modélisation explicite. Puis la grosse différence entre les deux, pour moi, il y a différentes personnes auront différents avis, mais pour moi, le AI, c'est le côté prédictif. Ça veut dire que je regarde ce qui s'est passé avant, puis je fais plein d'analyses là-dessus, je passe plein de modèles, puis à partir de ce qui s'est passé par le passé, je me répète, je suis capable de prédire ce qui s'en vient. C'est du prédictif. Okay. L'aéro, c'est plus pour le prescriptif. C'est quoi la différence entre le prédictif et le prescriptif? Le prédictif, c'est dire, ceci va se passer. Le prescriptif, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que ceci arrive. Par exemple, comment je dois allouer mes ressources pour avoir le maximum de throughput avec le minimum de ressources engagées. Donc, la différence, elle est là. Le AI qu'on connaît aujourd'hui, c'est le machine learning. Donc, la machine va regarder le passé. Il va extraire, en regardant ce passé, il va extraire une structure qu'il va pouvoir exploiter pour prédire ce qui va se passer. Mais l'aéro, elle va regarder ce qui se passe. Elle va comprendre un peu les mécaniques, toutes les choses, comment les choses s'emboîtent. Puis, en comprenant ceci, elle va pouvoir dire, je construis comme un modèle à côté, puis que je peux bouger à gauche, à droite. Puis, en ce faisant, on regarde comment ça bouge. Je dis, tu vois, si je le pousse comme ça, je fais ça comme ça, et là, j'ai une meilleure solution. Donc, la façon de l'attaquer est très différente. Le AI d'aujourd'hui, comme je dis, fait émerger la structure de façon mécanique en faisant passer plein de modèles sur des différentes fonctions de matching. Alors que l'aéro, on va regarder, on va s'arrêter, on va analyser, on va décrire comment l'ensemble marche. Donc, le modèle, il ne va pas évoluer tout seul, entre parenthèses, dans le temps. Là. C'est absolument... À chaque itération, il faut réfléchir si on change des features, des choses, c'est ultra explicite. D'où l'importance, avant de commencer un projet de aéro, de savoir qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème. Il faut que tu le saches. Puis quel genre de problème on peut résoudre en aéro? À peu près tout. C'est une question de temps. Là, il y a des fois des problèmes qu'on me présente, puis on me dit... en tout cas, parlons déjà de la difficulté de l'aéro. Le gros de la difficulté, finalement, c'est qu'on va regarder plein de cas, ok. Puis il va falloir choisir c'est lequel le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on peut utiliser ce qu'on appelle la force brute, là, puis tu analyses tous les cas. Mais ce qui arrive en aéro, c'est ce qu'on appelle la combinatoire. La combinatoire, ce sont les nombres de combinaisons de choses qui peuvent arriver, puis ça monte très vite. Je donnais un exemple quand je faisais des présentations dans l'aérien pour scheduler 80 personnes où tu leur donnes 10 tâches à chacun, donc tu schedules 800 tâches sur 80 personnes, le nombre de combinaisons que tu peux avoir, ça dépasse le nombre d'atomes dans l'univers.
Donc c'est difficile, en faisant du brute force, d'analyser toutes les combinaisons possibles. Voilà. Donc, c'est là où l'algorithmie de la recherche personnelle permet de modéliser un peu ce qui se passe, puis utiliser des techniques comme des gradients, etc., pour voir des directions de descente, pour aller vers, changer un peu l'input que tu mets, pour aller vers cette direction-là, pour voir, finalement, en allant par là, j'ai une meilleure prescription. J'ai une prescription qui me donne une meilleure solution. OK, donc la solution est meilleure, mais est jamais... Comment on fait pour savoir que c'est la meilleure? Est-ce que c'est possible? Ou on a une des solutions qui est assez bonne pour notre besoin? Alors, on va parler là de définition d'optimalité. Il y a l'optimalité mathématique et l'optimalité de la vraie vie. La plupart des gens en RO vont parler d'optimalité mathématique. L'optimalité mathématique, c'est il y a des cas où on peut le prouver. En fait, c'est quand tu as des cas assez précis où tu peux modéliser, où tu connais assez bien tout le problème que tu vas résoudre, tu peux vraiment tout le modéliser, tu fais une grosse machine. Okay. Puis si tu le modélises avec certains outils comme les Mixed Integer Programming, tu vas être capable d'avoir ce qu'on appelle une borne inférieure sur ta qualité. Puis tu vas pouvoir, en utilisant différents critères mathématiques, prouver que ta solution est optimale. Ça veut dire que tu auras beau changer, si tu avais une machine qui était capable de passer à travers toutes les combinaisons, même si il y en avait plus que le nombre d'atomes dans l'univers, s'il y avait une telle existence de machine, okay, elle ne serait pas capable de te battre. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la théorie. En pratique, on ne va pas jusque-là. Parce que des fois, il y a tellement de combinaisons, ça prend tellement de temps. Ton amélioration, elle va être vraiment marginale. Rendu à un temps, ton amélioration. C'est que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut plus la peine. Okay. Donc, moi, j'appelle l'optimalité de la vraie vie, qui est de trouver le bon compromis. Le bon compromis entre l'effort que tu fais pour aller chercher ton amélioration, puis cette amélioration-là elle-même. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est que le projet ait un bon ROI. Oui. Dans le fond, c'est quand même bien, si le ROI est déjà bon, même si on va chercher la petite frange de plus qui nous prend des mois et des mois, puis 2 semaines de calcul, puis finalement, ça vaut pas du tout la peine. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en général, on fait des plans sur des données projetées. C'est là où d'ailleurs le AI et l'ARO vont bien ensemble. Le AI te prédit un peu quels vont être les taux d'intérêt ou quel va être le prix de la patate ou de certaines choses. Puis avec ça, tu fais un plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la peine de faire un plan hyper précis parce que tes données d'entrée sont des prédictions. Les prédictions elles-mêmes ne sont pas absolument robuste. Il y a quand même un petit flou dans les prédictions, donc ça sert. Il y a tout un art. Quand je parlais d'art de faire les bonnes décisions, c'est l'art de choisir où est-ce que tu t'arrêtes sur la modélisation, où est-ce que tu t'arrêtes sur juste jusqu'où je vais. Et cet art-là prend en considération la qualité des données que tu as en entrée. Comme je disais, si tes données sont des données prédites, ça vaut pas la peine d'aller vraiment jusqu'à 3 chiffres après la virgule, parce que de toute façon, ton entrée, là, elle n'est pas aussi précise que ça. Mm-hmm. Puis d'après toi, c'est quoi la plus grande difficulté pour aller chercher cette donnée-là? Parce que j'ai l'impression que, mettons, dans les AI, on va chercher des données. La donnée peut être dans une base de données, ou c'est des images, ou c'est une machine, on met une caméra, on va chercher la donnée. La RO semble un peu moins évident à aller chercher l'information, parce qu'on veut optimiser un processus X. Mettons, dans une usine, on a de l'emballage ou une chaîne d'approvisionnement. Comment tu fais pour aller chercher toute l'information que tu as besoin pour réussir à optimiser le modèle? C'est une excellente question. La réponse facile, c'est ça dépend. En fait, ce qu'on apprend beaucoup en RO, c'est de la méthodologie. Parce que la réponse, elle va varier selon le terrain. Donc tu vas vraiment approcher... La vraie façon de procéder, c'est que tu t'arrêtes 2 secondes, puis tu vas dire, c'est quoi que je veux résoudre comme problème. Là, tu parlais par exemple d'un problème de production, par exemple, où tu dis, déjà, tu te dis, où est-ce que ça coince? J'ai des machines qui ne sont pas tout le temps utilisées parce que je ne mets pas les choses dans le board nord et tout. Avant de parler de données, vraiment, il faut que tu t'arrêtes 2 secondes, mais tu te poses des questions sur ton processus. Justement, la raison pour laquelle tu veux faire rentrer de l'aéro, c'est que tu penses pouvoir faire un meilleur processus. Okay. C'est que déjà, tu sais que, regarde là, j'ai des machines qui sont super chères, mais elles tournent 8 heures par jour au lieu de tourner 24 heures par jour, donc elles n'apportent pas le rendement. Donc c'est parce que tu dis, oups, j'optimise mal, puis là tu vas voir, ok, il faut que je prenne de meilleures décisions quant à comment est-ce que je schedule mes jobs dessus pour maximiser l'utilisation de ma machine.
à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu sais ce que tu veux faire, aller chercher les données, c'est juste voir, ok, est-ce que je sais un peu, j'ai bien tout le temps disponible de ma machine, est-ce que je suis capable de bien évaluer le temps de processing de chacun des machins qui vont passer dans la machine, etc. Mais la recherche de données, elle est a posteriori, après avoir vu le problème que tu veux résoudre. Parce que ce que tu vas chercher comme données va dépendre vraiment de qu'est-ce que tu as décidé d'aller optimiser, jusqu'où tu as décidé de descendre. Puis pour faire cette analyse-là, dans le fond, c'est de discuter avec les gens qui utilisent la machine ou qui travaillent dans l'usine ou dans le procédé, peu importe ce qu'il fait pour être capable d'analyser qu'est-ce qui est à faire. Oui. C'est un travail qui est quasiment humain, d'aller chercher l'information dans le cerveau des gens. Absolument. Puis d'aller l'extraire. Puis je sais pas si, dans ton expérience, est-ce que c'est difficile comme processus de... Comment on fait pour aller extraire tout ça? Parce que j'essaie de me projeter dans quelqu'un qui essaie d'expliquer, OK, mais moi, au day-to-day, avec la machine, je l'utilise comme ça, puis quand il arrive telle chose, je fais ça, quand il arrive telle chose, je fais ça. Mais nécessairement, c'est sûr que je vais oublier de te dire quelque chose. C'est sûr que je vais oublier de te dire tous les détails. C'est le grand défi. Est-ce que c'est compliqué? Oui. Est-ce que c'est... Mais je pense que c'est là qu'il y a... En tout cas, personnellement, pour moi, c'est ça qui m'excite dans l'aéro. Okay? C'est d'aller voir un problème, puis le découper, l'analyser, puis le voir. Donc là, je m'en vais chez quelqu'un qui me présente sa situation, et je regarde, puis je m'assieds avec lui, puis je commence à me poser des questions. Puis j'essaie de voir un peu où est-ce qu'il y a des endroits, qu'est-ce qui bloque. L'aéro, on va la faire rentrer si tu as ce qu'on appelle en anglais des pain points. Ça, c'est facile. Okay? Tu as des pain points qui sont que tu fais toujours, tu es en train d'essayer de mettre ensemble des combinaisons pour que ça aille bien, mais il y en a trop pour ta tête. Dans ce temps-là, l'aéro rentre facilement. L'autre côté, c'est de regarder un peu l'ensemble des processus et de voir chez la personne que, ok, là, tu laisses de l'argent sur la table parce que ta machine qui coûte cher, tu la runs pas complètement. Ou alors là, tu laisses l'argent sur la table parce que tu t'es pas bien organisé, puis tu as des contrats que tu laisses tomber, et à partir de ce moment-là, tu vas voir, ok, c'est quoi les décisions sur lesquelles l'usager a un pouvoir, en quoi ces décisions-là ont un impact sur la finalité, sur la productivité, des trucs comme ça, puis de là, tu t'en vas chercher les données que tu vas chercher. Mais la première des choses que tu dois faire, c'est que tu t'assois, puis tu dois évaluer la situation et voir où est-ce qu'il y a, entre guillemets, de l'argent sur la table. De tous les endroits que tu as travaillé, on parlait tantôt d'un 30 ans d'expérience, ça a été quoi vraiment les gros défis qui pouvaient sembler impossibles à résoudre, mais que finalement, l'aéro a été capable d'arriver à une solution? Je te dirais que donc de ces 30 ans, j'ai passé une bonne quinzaine d'années, je pense, dans le milieu aérien, où on résolvait des problèmes d'allocation d'horaire. Quand j'ai débuté, là, on était content quand on faisait 80 employés. Mais c'était quand même un peu un projet de recherche, puis on savait que dans l'industrie, c'était pas des 80, c'était au minimum du 200, puis on s'en allait vers du 4000. Comme je dis, à la fin, je suis rendu à du 12 000, puis c'était le gros défi, c'était comment faire avec la technologie actuelle pour arriver à avoir des problèmes aussi complexes. Donc, j'ai développé des choses comme du divide and conquer, où tu coupes le problème tellement gros, tu vas le couper en tranches verticales, horizontales. On essaye ça, on essaye des algos qui vont faire une partie, puis après faire des réaffectations pour essayer d'aller mieux. Ça, c'est la partie que j'ai trouvé la plus difficile, parce que c'est de la recherche finalement, mais aussi la plus excitante en ce qui me concerne. Moi, la recherche, ça me stimule. Quand tu travaillais dans l'aérien, est-ce que c'était au Canada ou aux États-Unis? Je pense que tu as travaillé, t'as aussi travaillé un certain temps aux États-Unis. C'est exact. Donc, j'ai commencé, principalement, je l'ai fait au Canada, une compagnie canadienne qui servait des clients partout dans le monde. D'ailleurs, j'ai dû voyager, j'étais un peu partout dans le monde pour voir nos clients. Mais par après, quand j'ai quitté cette compagnie-là, j'ai été vers une compagnie qui faisait à peu près la même chose, Sabre, à Dallas, et je suis resté à peu près 2 ans à faire un peu la même chose, puis à développer leur labo. T'as-tu aimé ça, Dallas, versus le Québec? Écoute, moi, je suis quelqu'un qui fonce. D'ailleurs, moi, comme dit, j'étais à Paris, j'étais en France, j'avais une bande parisienne, j'étais parti pour aller en France, puis là, d'un coup, poup,
il t'est arrivé un petit truc, le Canada, hey, on va essayer ça. Donc moi, j'y vais comme ça. Donc aller au Texas, de mon côté, je suis, hey, je vais découvrir quelque chose. Je suis avide de découvrir. Moi, je suis quelqu'un qui adore découvrir. Donc j'étais là, pas de problème. Mon épouse m'a suivi à reculons, je vais te dire. Donc elle y allait avec beaucoup d'a priori, mais une fois arrivée sur place, elle venait passer des semaines, toutes les 6 semaines à peu près, elle passait une semaine avec moi. Puis elle a vraiment adoré ça. Donc au bout de 2 ans, on partait, puis on a fait une offre d'achat sur une maison, puis elle s'en venait. On a vraiment adoré ça. Donc moi, de mon côté, comme je suis fan ouvert, je ne suis pas trop surpris. Mais mon épouse, qui elle partait avec beaucoup d'a priori, a adoré le Texas. Toi qui aimes la viande rouge, Oui, c'est ça, les steakhouse, hein, c'est assez réputé pour ça. Là, la viande rouge là-bas, c'est c'est leur spécialité, là, les barbecues et compagnie. Ouais. Puis, en n'ayant pas d'hiver, je pense que c'est plus facile. Le choix des voitures, il est-tu différent quand il n'y a pas de neige? Ben, effectivement, tu vois, ici, j'ai une 4 roues motrices, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai acheté une 2 roues motrices, une propulsion. Ok, c'était-tu ta première voiture à propulsion 2 roues motrices? Ou... Non, ma première voiture au Québec a été une voiture à propulsion 2 roues motrices. Je pense que je te lance là-dessus un peu. Je pense que Norbert est assez passionné de voitures aussi. Là. Effectivement. Est-ce qu'il y a un lien entre l'aéro et les voitures ou aucun lien? C'est juste une passion qui s'est développée sur le side? Ce sont juste deux passions parallèles. Mais par contre, il y a toujours un lien avec n'importe quoi de l'industrie et l'aéro. Tu regardes par exemple la fabrication de voitures, mais de l'aéro à planche là-dedans. Ben, on l'a vu un peu, tu sais, quand il y a eu la pandémie, à un moment donné, je pense qu'il y avait un problème avec les chips qui était un problème d'approvisionnement. Ouais. Puis ça a bloqué complètement l'achat des véhicules, la production. Ouais. Puis ça, c'est un problème. Est-ce que c'est un... Comment on appelle ça quand c'est dans une chaîne d'approvisionnement, quand c'est... voyons. Une rupture de stock ou rupture de flux, non? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'accumule pas beaucoup de stock. Là. On faisait du just-in-time. Ouais, du just-in-time, ça je cherchais. Donc effectivement, mais ça, c'est le Japon qui a commencé ça. Je pense que c'est Toyota. C'est probablement Toyota qui a parti ce truc-là. Puis ça, c'est de la recherche personnelle aussi, hein, le just-in-time. C'est ça, pour être capable d'avoir... zéro stock. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est zéro stock non. ou c'est le minimum de stock? Alors, quand Toyota a parti cette chose-là, c'était vraiment le minimum de stock. Okay. Mais quand le concept est arrivé aux États-Unis, il a mal été traduit. Les gens ont vu juste le minimum puis sont allés plus loin. Puis le concept a viré de stock minimal pour garder une certaine robustesse face aux intempéries, face à ce qui arrive, est venu à zéro stock. C'est sûr que zéro stock, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque quelque chose qui est en stock, c'est de l'argent que tu as déboursé mais qui dort. C'est ça. Donc, c'est vraiment optimisé d'avoir zéro stock jusqu'à temps qu'il y ait un pain point quelque part qui arrive. Puis, exactement. Puis l'optimisation, c'est pas juste aller chercher l'optimisation, c'est prendre la bonne décision. Prendre la bonne décision, c'est pas avoir zéro stock. C'est sûr que tout de suite, là, pour ton cash flow, c'est mieux d'avoir zéro stock. Par contre, la bonne décision, c'est avoir le stock qui te permettra de réagir à ce qui s'en vient. OK? Ouais, c'est ça. D'avoir de la robustesse. D'avoir de la robustesse. Donc là, encore une fois, c'est pas l'aéro qui a un problème, c'est le problème qu'on a décidé de choisir. Le problème qu'on a choisi de solutionner. Mm-hmm. Quand on a défini le problème aux États-Unis, on a dit just in time, c'est zéro stock. Puis on a oublié le côté robustesse, on a oublié le côté études. Ce serait quoi le stock optimal à garder pour être robuste, pour à minimiser les coûts accumulés lors d'entreposage, et 2, aussi considérer le fait que il se peut que dans ton supply chain, tu aies des ruptures d'approvisionnement, etc. Donc cette dimension-là a été oubliée par l'Amérique du Nord, que Toyota n'avait pas. C'est ce qui a créé nos problèmes qu'on a vus durant la pandémie. Je reviens un peu sur l'AI. Je sais pas, c'est quoi la vision ou qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans le futur par rapport à la recherche opérationnelle? C'est comme j'ai dit un peu d'entrée de jeu, c'est un peu plus obscur versus l'AI. Est-ce qu'éventuellement on peut s'imaginer que l'AI vient remplacer ce qu'on fait en recherche opérationnelle ou c'est vraiment deux façons de faire qui vont exister côte à côte puis qui ne pourra pas être remplacé par l'AI? Encore une fois, c'est une question de vocabulaire. OK? Donc, dans mon vocabulaire, l'un ne peut pas remplacer l'autre parce que moi, et ça c'est juste moi, j'associe le AI à du prédictif et l'aéro à du prescriptif.
Ok. Le AI, aujourd'hui, je le vois pas encore faire de prescription parce que je le vois pas encore faire de la logique et de l'analyse. Pour faire une prescription, il faut vraiment faire Mhm. de l'analyse. Donc peut-être qu'on va se rendre là, tant mieux, j'espère. Mais quand même, avant d'être rendu là, je pense que les deux sont tout à fait complémentaires. Ok. Clairement. Ce qui explique pourquoi chez Vuban, on fait de l'aéro Oui, maintenant. ouais, Parce ouais. qu'on a débuté en faisant. On a starté un département d'AI. Puis là, tranquillement, on s'est mis à faire des projets d'AI. Puis à un certain moment, on est arrivé, on a fait comme non, ça, c'est pas C'est de pas de l'AI. On n'a pas besoin d'AI pour ce projet-là. Puis on a réalisé, OK, c'est de l'aéro. c'est de l'aéro qu'il Ouais. faut. Puis là, on a Mais commencé à faire de l'aéro. Puis c'est pour ça que maintenant, t'es rendu dans l'équipe. Parce qu'on avait besoin vraiment d'avoir une expertise forte en aéro pour être capable de faire nos différents projets. Euh, quel genre de profil, quel genre de personne peut travailler en aéro ou quel genre de personne est bon pour faire des projets d'aéro? je pense que ça prend quelqu'un qui aime faire des puzzles. Ça prend quelqu'un qui aime se casser la tête sur quelque chose à résoudre, puis qui connaît un peu des outils ou des choses à mettre ensemble. Ça prend je sais pas si ça existe encore, les Lego, c'est aussi populaire que quand moi j'étais jeune, mais ça prend cette approche-là où tu prends des petits blocs, puis les petits blocs tu les montes ensemble pour faire quelque chose, puis après tu les montes ensemble pour faire quelque chose de plus grand. Ça prend ce désir un peu le désir de comprendre aussi. Tu sais, les gens, quand ils sont jeunes, qui démontent tout, qui ont fait eux pour comprendre Ouais. comment ça marche derrière, c'est ce genre de personne-là, c'est ce genre de profil. Un genre de curiosité à Oui, savoir comment que les. comment ça marche? Ouais, comment ça marche dans la machine, Comment c'est ça ça. marche dans la machine? Puis, comment je peux le changer? Comment je peux le contrôler? Un envie de contrôle aussi. Quand tu sais comment ça marche, tu peux l'emmener où tu veux. C'est un peu ça, quand je dis le côté prescriptif de l'aéro, c'est que le modèle qu'on fait, c'est pour modéliser comment ça marche. Puis une fois comment ça marche, bah, tu peux l'emmener. Mhm. Tu fais faire comme des simulations dessus pour voir, ok, bah c'est par là que ça donne de meilleures solutions, ou par là que ça donne de meilleures solutions. Mais le gros, je pense, de l'aéro, c'est le désir de comprendre comment ça marche en arrière. Comprendre les lois cachées derrière. Puis quand tu as extrait ces lois-là, bah, tu peux plus facilement dire, bah, par là ça va mieux, par là ça va mieux, par là c'est où je perds de l'argent. Ouais, clairement. Puis j'ai comme l'impression avec ce que tu me dis il y a un lien avec les. Pas les compétences, mais le. Bref, je trouve qu'il y a un lien entre faire de la programmation puis l'aéro en termes de skills puis de manière de penser, dans le fond, parce que tu me dis déconstruire, je sais pas, là, il y a une télévision ou un radio chez vous quand t'es jeune, puis là, tu veux le démonter pour savoir comment ça marche, ou comment que les systèmes fonctionnent pour pouvoir les modifier, ou comment en créer des nouveaux. Ça me semble très proche aussi de la programmation, de l'informatique, de l'électronique. Oui, C'est oui, quand oui. même assez lié comme Ben, c'est le côté architecture, je dirais. Quand tu parles de programmation, là je parlais de l'architecture de programmation. Tu sais, le truc où tu arrives et que tu découpes comment tu vas attaquer ton problème, tu le découpes en morceaux, ben, c'est ce côté-là qui ressemble dans la programmation. Parce que quand tu programmes, tu n'arrives pas, puis tu commences déjà, tu dis, ok, je veux résoudre tel problème, tu commences à dessiner dans la tête du découpage, un peu, d'abord je vais faire ci, après je vais faire ça, donc tu découpes un peu ton algo. Un algo, quelque part, c'est comme de l'aéro, c'est un modèle de héros un peu. Mhm. Oui, moi, c'est là que je vois la similitude. Fait que tu sais, je présume que je présume, je m'en doute, mais que les équipes de héros, quand on les bâtit, on a l'expert qui vient comme jouer dans le modèle de héros qui est vraiment le cœur du problème, mais autour, c'est vraiment une collaboration avec des développeurs, des ingénieurs logiciels, puis Absolument, absolument des DevOps et compagnie, parce que pour récupérer la valeur de l'aéro, il faut que ça tourne sur une machine. Des fois, la machine, on le déploie sur le cloud, on-premise, whatever. Ben donc, ça demande une collaboration avec des gens plus techniques pour sortir la valeur. Tu peux voir comme le côté aéro, c'est le côté un peu thinking, là où on regarde, on met en place. Mais une fois qu'on a créé ça, il faut faire quelque chose de concret qui livre la valeur. Cette chose de concrète, c'est de l'informatique. C'est du software development. clairement. Mais merci beaucoup, Norbert, de t'être joint au podcast aujourd'hui. C'était vraiment absolument intéressant. Je sais pas si je te réinvite pour poursuivre des discussions. Peut-être que les prochaines fois, on va pouvoir parler un peu plus de voitures ou de beefsteak texan. Mais Absolument. Puis moi, j'utilise beaucoup l'automobile pour illustrer des choses en aéro. Parce que dans l'industrie automobile, tu vois plein de choses que
des principes que tu peux ramener à l'extérieur. Puis, Ouais, puis clairement, en plus, l'automobile, c'est quelque chose, tout le monde, c'est une référence que tout le monde comprend, là, peu importe si c'est la chaîne de production ou comment la conduire. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur la recherche opérationnelle, puis que c'est un peu moins obscur pour vous en quoi ça consiste. Donc, à la prochaine. Merci Norbert. Merci.